Nous sommes heureux de vous accueillir. Soyez les bienvenus pour cette émission internationale. Nous avons choisi cette semaine encore de revenir sur ce qui s'est produit en France il y a une quinzaine de jours, les attentats, la mobilisation et peut-être aussi, éléments nouveaux, les réactions parfois violentes à travers le monde et les nombreuses questions. Car en effet, après le moment de la sidération, de l'émotion, après les moments de mobilisation, cette manifestation géante, près de 4 millions de personnes dans les rues de France, vient donc le temps des questions. Et ces questions, nous allons les poser à quelqu'un qui est en charge de cette réflexion globalement. Jean-Louis Bianco, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, entre autres fonctions que vous avez occupées, je le rappellerai, vous êtes président de l'Observatoire de la laïcité, un mot que nous allons beaucoup commenter et qui va nous amener avec Sophie Malibaud de RFI, en collaboration également avec le quotidien Le Monde, avec qui nous réalisons cette émission, eh bien, à vous poser beaucoup de ces questions. Avant de faire un rappel, est-ce que la question a encore un sens de vous demander à vous si vous vous sentez Charlie? En d'autres termes, si le simple nom de ce journal résume aujourd'hui toute votre approche de la question. Je me sens toujours Charlie, je suis toujours Charlie, mais bien entendu, ça ne résume pas, ni pour moi, ni je pense pour beaucoup d'autres compatriotes, toute la question. Ce qui a peut-être été pour moi le plus important et le plus émouvant dans cette manifestation où j'étais en famille, parce que je pense que c'était important aussi que mes fils, mon petit-fils participent à ce moment, c'était « je suis Charlie », mais en dessous, je suis juif, je suis musulman, je suis athée, je suis la France. Je suis policier. Je suis policier. Et c'est ça la laïcité. C'est là ce qui me permet de dire que malgré toutes les difficultés qu'il y a, notre peuple, notre pays est profondément laïque. Quand on dit cela dans le calme, après la tension qu'il y a eu les jours précédents, alors c'est pour moi un très beau signe de laïcité. Alors vous savez, nous sommes sur une chaîne francophone, sur deux chaînes francophones, entre la radio RFI et TV5 Monde ici. Parfois, il est difficile de traduire un mot. Le mot laïcité. Pour simplifier, il y a l'État, séparation avec le fait religieux, et tous les citoyens sont égaux, quelle que soit leur croyance. Ça suffit à résumer l'état de la question, ça, le mot laïcité? Le mot laïcité, vous avez raison, c'est un mot français d'ailleurs, qui n'est pas dans la fameuse loi de 1905, qui fonde la laïcité, qui existe quand même dans certains pays. On en parle dans des pays francophones. En Belgique, où ils ont un système qui ressemble un petit peu au nôtre. Au Québec, où ils ont des débats par rapport à leur position historique. Et c'est vrai que quand on parle anglais, on dit secularism, mais ça n'épuise pas le sujet. Donc je crois que si on veut définir la laïcité, et vous avez commencé à le faire, pour moi, il y a trois choses, très brièvement. Un, c'est une liberté. Et comme on parle beaucoup d'interdictions qui sont nécessaires dans certains cas pour éviter les troubles, pour éviter le prosélytisme, la propagande, liberté de croire ou de ne pas croire. Et de changer de religion, ce qui n'est pas possible dans beaucoup de pays du monde. Et cette liberté, elle ne s'exerce pas seulement chez vous. Elle s'exerce dans ce qu'on appelle l'espace public, et moi je préfère dire l'espace commun, l'espace partagé, dans la rue. Et la question a été tranchée en 1905 entre ceux qui voulaient une laïcité anti-religieuse et ceux qui voulaient une laïcité qui mette à égalité les agnostiques, les athées et les croyants. Donc, liberté. Deuxièmement, ce que vous disiez, séparation des églises et de l'État. Autrement dit, nous, on n'a pas la charia. Nous, on n'a pas le délit de blasphème, en France. D'autres l'ont, c'est leur histoire, ça n'est pas la nôtre. Donc, indépendance et stricte neutralité de la part notamment des agents de l'éducation nationale, que ce soit sur des problèmes religieux ou autres. Pas de propagande, pas de prosélytisme, neutralité et égalité de respect. Et le troisième point qu'on oublie souvent, qui à mon avis est au cœur du débat actuel, c'est que ce qui fait que nous sommes ensemble dans la République française, c'est que nous ne sommes pas seulement côte à côte, j'espère en bonne intelligence, des juifs, des athées, des agnostiques, des catholiques, mais nous sommes des citoyens à égalité de droits et de devoirs. Et c'est ça l'approche française qui, moi, me convient bien et qui me paraît exemplaire. Alors, on va revoir à travers quelques images et quelques rappels pour RFI. Nous allons revenir sur cette question, sur 20 ans d'une telle actualité en France, avec les débats qui ont été posés autour, justement, de ce fait religieux. Encore ce foulard, je me demande, moi, s'il gêne quelqu'un. Est-ce que ce foulard est gêne quelqu'un? Au mois de septembre 1989, la rentrée des classes est agitée en France. 3 jeunes adolescentes de confession musulmane refusent de retirer leur foulard en classe, à la demande d'Ernest Chénière, le principal du collège de Creil, situé en grande banlieue parisienne. Elles sont toutes les 3 immédiatement exclues. Le problème n'est pas des croyances, le problème est de la manifestation extérieure de cette croyance dans l'enceinte des locaux scolaires et notamment en classe. Mais certains parents d'élèves ne se laissent pas faire et portent plainte contre le principal pour diffamation. L'affaire s'emballe et divise à gauche comme à droite. Faut-il avoir peur des croyants? Les journaux télévisés rivalisent de créativité pour évoquer ce qu'on appelle encore le tchador. En 1994, la circulaire Bayrou répond au vide juridique en interdisant les signes ostentatoires à l'école, quelle que soit la religion.
Si laïcité rime avec liberté d'expression, elle ne rime pas forcément avec liberté de culte, selon certaines associations musulmanes qui dénoncent un climat d'islamophobie. Française, musulmane et fière de l'être, française, musulmane. Et les tensions s'aggravent entre ceux qui désirent exprimer leur foi dans la tradition et les défenseurs d'une laïcité sans concession. Je suis contre le voile parce que je vois pas l'oppression des femmes. En 2006, les premières caricatures représentant le prophète Mahomet apparaissent en France et déchaînent les passions. Poursuivi par plusieurs organisations musulmanes, le journal Charlie Hebdo gagne son procès. La justice française ne transige pas sur les principes républicains de laïcité et de liberté d'expression, garantis par la Constitution. Mais certains préparent leur revanche, ce qu'ils appellent la justice divine. Voilà, on voit que si le thème est important aujourd'hui, interrogation sur la laïcité, évidemment, il y a beaucoup d'épisodes, on y reviendra, qui réactualisent le débat. Sophie Malibaud, RFI. Donc la laïcité en France, ça a été, on va d'ores et déjà, à partir de maintenant, avoir une journée de commémoration le 9 décembre pour commémorer notamment la loi de séparation entre l'Église et l'État. Donc ce qu'on voit bien, c'est que la laïcité en France s'est installée entre Église catholique et l'État à l'époque. Comment est-ce que cette laïcité peut être perçue par les musulmans, qui sont donc maintenant une composante assez importante de la population Deuxième en France. religion en France. Deuxième religion en France. Oui, vous avez raison. C'est une loi qui est le produit d'une histoire et d'un combat. Combat pour le contrôle des consciences entre l'Église catholique et l'État et la République. Et qui, je le disais il y a quelques instants, est une loi de liberté. Donc qui s'applique à toutes les religions sans discrimination. Il a fallu du temps pour que les religions les plus anciennes de France s'y habituent. Moi, je participais à un débat il y a quelques mois avec un évêque, et la question qui était posée par la salle, et je le dis parce que ça revient un peu à la vôtre, c'était: est-ce que vous pensez, M. Bianco et vous, Monseigneur, que l'islam est soluble dans la laïcité et la République? Et j'ai répondu oui, évidemment, et j'ai expliqué. Et j'ai beaucoup aimé le mot de l'évêque qu'il pouvait dire en tant que représentant catholique, en disant: vous savez, pendant au moins un siècle, on a pu douter que l'Église catholique, que le catholicisme soit soluble dans la laïcité. Donc, nos compatriotes musulmans, on le voit tous les jours. Moi, je fais des réunions avec des athées, des laïcs, des musulmans, des catholiques, des juifs, sont en fait comme les autres, profondément attachés à la laïcité. Mais c'est vrai que c'est une histoire différente, que c'est une culture différente, qu'il n'y a pas d'église instituée. Et donc, il faut que se constitue un islam de France. Et forcément, ça prend du temps. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que les musulmans que je rencontre, de culture ou de religion, jeunes ou vieux, sont aussi attachés aux deux principes que je disais: liberté de croire ou de ne pas croire et neutralité de l'État. Simplement, quelquefois, on a l'impression qu'on est à la limite d'un malentendu. Par exemple, lorsque le nouveau numéro de Charlie Hebdo est sorti, avec de nouveau des caricatures, à ce moment-là, il y a quand même eu quelques désaccords sur ce que signifiait liberté d'expression. D'un autre côté, on a entendu il faut respecter, certains n'en démordent pas, il faut respecter les religions. Sous-entendu, il y a des limites à la liberté d'expression. Alors, il y a des limites à la liberté d'expression, mais là, cet exemple montre qu'il y a un énorme travail de débat qui s'est fait, un peu, d'explication. La liberté d'expression est la règle. Mais religion ou pas religion, Mahomet ou pas Mahomet, elle connaît des limites. Les limites, c'est pas d'injures, pas d'incitation à la haine raciale, pas de provocation. Et il y a déjà eu des jugements, notamment sur Charlie Hebdo. Et qu'a dit le juge à l'occasion de Charlie Hebdo? Il a dit à peu près, je cite presque mot à mot: dans un pays pluraliste et laïque comme la France, la liberté des religions ou de conscience existe, comme la liberté de critiquer. Et moi, j'ai trouvé intéressant, lors de ce procès, ce que disait Plantu, venant en défense de Cabu. Le dessinateur du Monde. Le dessinateur du Monde. Et le président Plantu disait: moi, for Peace. j'ai choisi de ne pas montrer Mahomet, mais de montrer des barbus, disant: il est interdit de caricaturer Mahomet, il est interdit de caricaturer Mahomet 10 fois, 50 fois, 100 fois. Cabu, lui, a choisi une autre solution. Il a dit: moi, je n'ai pas fait comme lui, mais il a le droit de le faire, et je suis solidaire de sa part. Et donc, il y a un travail à faire pour expliquer que la liberté d'expression en France, c'est même pas une liberté religieuse, comporte la liberté de critiquer les religions. Moi, je pense qu'il faut l'exercer avec délicatesse, mais juridiquement, on a le droit. Et ça, il faut l'expliquer, c'est pas dans la loi française, dans le droit français. Maintenant, je comprends très bien que des Français
notamment de culture musulmane, disent « moi je ne suis pas Charlie parce que je ne me reconnais pas dans ces caricatures ». Mais la liberté, c'est de dire « je suis Charlie et je ne suis pas Charlie ». Mais malgré tout, je suis laïque. Mais lorsque vous voyez cette semaine encore des manifestations très violentes, hostiles, avec des morts, que ce soit au Niger ou dans d'autres capitales, on peut le dire dans le confort d'un pays, est-ce que ce concept du coup devient exportable? Est-ce qu'on ne met pas en danger des gens à l'autre bout de la planète? Je crois que ce concept est plus exportable qu'on ne le croit. Toute une série de gens, mettons dans les pays à majorité musulmane, de culture musulmane, en tout cas ceux qui ont des liens avec la France, un certain nombre de gens se posent des questions. Et regardez par exemple le débat en Tunisie, qui a été passionnant. On a beaucoup parlé des printemps arabes, on a eu beaucoup de déceptions. En Tunisie, ils sont arrivés à une constitution où on rappelle l'égalité homme-femme et où la charia n'est pas au premier rang. Et c'est en partie lié au fait que beaucoup de Tunisiens ou de Franco-Tunisiens ont une culture française. Moi, je vois des gens aussi en Europe où la laïcité n'existe pas. L'Allemagne, l'Italie, qui, bien avant les événements récents, me disent « mais c'est bizarre votre truc, mais c'est quand même intéressant qu'il y ait un espace de neutralité, que la religion ne soit pas au-dessus. » Même en Pologne, j'ai rencontré des gens, y compris des jésuites, qui s'intéressent au principe de laïcité. Alors non pas pour en faire une leçon générale, mais parce que des gens se posent des questions sur l'équilibre entre les lois collectives, les lois votées par les représentants du peuple et les convictions personnelles, religieuses ou autres. Et comment est-ce que vous réagissez au fait de sanctionner ceux qui n'ont pas respecté la minute de silence dans les écoles, par exemple? Est-ce que là aussi, il y a un débat qui se pose, parce que notamment avec les mineurs? Bien sûr. Moi, j'ai été, comme beaucoup, très choqué et très peiné par ce refus de la minute de silence. J'imaginais que c'était possible, pas dans les proportions où ça a été fait, même si, alors on n'a peut-être pas rapporté tous les cas. Il faut quand même dire que c'est 200, 300, 400, 500 cas, ce qui est beaucoup trop, oui. Mais sur 65 000 établissements. Et 500 cas, ça veut dire 500 classes, pas 500 000 établissements. Mais quelle est la réaction à adopter dans ces cas-là? Faut-il sanctionner ou faut-il discuter? J'allais y venir. Pour moi, l'éducation nationale doit d'abord expliquer. Mais si, ayant expliqué, vous avez quelqu'un qui continue à tenir des propos d'incitation au terrorisme, alors il doit être poursuivi devant les tribunaux. Mais il faut d'abord convaincre, mais il ne faut pas hésiter à sanctionner quelque chose qui est contraire aux lois. Avant ces événements, vous aviez dit le concept de laïcité se porte bien en France. Vous avez été démenti par les faits? Au contraire. Vous trouvez qu'il se porte bien aujourd'hui? Au contraire. Ce que j'ai dit d'abord, c'est que la laïcité me paraissait plus que jamais une réponse actuelle, même si ça date d'il y a un peu plus d'un siècle, pour les raisons justement qu'on vient de dire dans nos échanges. Et puis, la conviction que j'ai en allant à peu près une fois par semaine dans des réunions avec des gens de toutes sortes, et ce que j'exprimais à propos de la manifestation, nos compatriotes ne savent pas forcément définir ce qu'est la laïcité, mais ils sont profondément attachés dans cette liberté. Dans la limite, c'est la Déclaration des droits de l'homme où elle ne gêne pas celle du voisin. Et le fait que le débat tourne beaucoup autour des questions de laïcité, qu'on veuille la valoriser, qu'on veuille la défendre, montre bien que cette laïcité n'est pas, je reprends l'expression de Manuel Valls il y a quelque temps, ministre de l'Intérieur, ce serait une grosse erreur de croire qu'elle est une citadelle assiégée. Il y a des offensives de gens qui ont de mauvaises intentions, il y a des gens qui ont des doutes à cause de leur culture, il faut ne pas se laisser faire face à des gens qui veulent attaquer la République, et il faut convaincre ceux qui simplement ne connaissent pas nos valeurs. Vous disiez justement il va falloir beaucoup de travail, parce qu'il y aura ces symboles qui vont devoir être respectés. Il n'y a pas que les symboles, il y a la formation. Mais il y a quand même beaucoup de symboles mis en avant, et donc autant d'occasions de se signaler, de montrer sa différence. Donc le travail, il va être fait par les enseignants, avec un certain nombre de moyens. Est-ce que il vous semble que ce qui a été mis sur la table est suffisant? C'est considérable. D'ailleurs, des choses étaient déjà en cours. Il y a, encore une fois, de la formation. Et il y aura des moyens donnés pour ça. Formation initiale. On parle de 2 jours de formation pour les enseignants par an. Vous savez, c'est déjà pas mal d'avoir 2 jours. Et pour 1 millier d'enseignants? Non, il y en aura 1 millier qui viendront faire de la formation. Mais tous les professeurs devront être formés. Tous les professeurs, y compris ceux des nouvelles écoles qui remplacent, qui forment les instituteurs. Tous vont être formés. Et déjà, des choses se faisaient. Moi, je crois que les moyens sont suffisants. S'ils ne sont pas suffisants, il faudra les augmenter. Mais surtout, il y a un travail que les enseignants et puis les personnels, des directions, les conseils d'éducation, ont commencé à faire, doivent faire. Moi, j'y participe de temps en temps, j'anime des sessions. C'est justement se mettre d'accord entre soi sur qu'est-ce que c'est la laïcité et comment on répond à des situations difficiles ou provocatrices. Il y a un site dédié déjà au ministère de l'Éducation nationale où on prend des cas concrets de difficultés, de tensions, de refus, et avec une démarche participative, on regarde quelles sont les meilleures réponses. Donc c'est comme ça que ça se construit, et moi je suis confiant dans la capacité des enseignants, dès lors qu'on leur donne des outils, et de la communauté éducative à faire face à ces situations, avec un point très important,
que Najat Vallaud-Belkacem a justement mentionné, les parents. Il faut mettre les parents dans le coup. Il faut que les parents... Ils devront signer voilà. C'est symbolique, mais du coup, il faut parler avec eux. Ouais. Il faut parler avec eux sur la laïcité, parce qu'il n'y a pas seulement les élèves à qui il faut l'expliquer. Ça fait une mission de plus pour l'école ? Pardon ? C'est sa mission. Sa mission, c'est de transmettre des savoirs et c'est de former des citoyens. Donc, former les citoyens, c'est aussi sa mission. Et former les citoyens en s'adressant aux parents qui ont leurs responsabilités éducatives. Lorsque vous avez vu, par exemple, que dans ce qu'il est convenu d'appeler les cités, on était peu descendu dans la rue pour manifester, vous en êtes surpris, vous en êtes peiné ? J'en suis pas surpris, je le regrette, même si la manifestation, on l'a vu, n'était pas que des intellectuels ou des bourgeois parisiens. Il y avait de toutes les couches sociales et il y avait des gens de toutes les couleurs de peau. Mais c'est vrai que les jeunes de banlieue en particulier ne sont pas venus ou pas beaucoup venus. Et ça s'explique, c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas surpris. Ça s'explique, et c'était les propos de Manuel Valls, parce qu'ils ont le sentiment justifié d'une relégation, du fait qu'ils sont dans un lieu qui est mal vu, avec des problèmes de chômage encore plus graves qu'ailleurs. Précisément, je vous interromps, parce qu'un mot s'est imposé ces derniers jours, hein, c'est le mot d'apartheid qui a été prononcé par le Premier ministre. Il rompt en quelque sorte l'unité nationale dans le débat qu'il y avait eu. Vous l'auriez utilisé, ce mot d'apartheid ? J'aurais pas pris le mot d'apartheid, mais je pense à la réflexion qu'il a eu raison de le faire. Parce que si on n'avait pas pris ce mot fort, dont on peut discuter, mais ne passons pas trop de temps à discuter sur le sens des mots. L'apartheid, c'est vrai que c'est un régime organisé, etc. Mais du coup, on a beaucoup discuté sur le mot, mais surtout on a discuté sur la réalité qu'il décrivait. Or, la réalité qu'il y a des ségrégations territoriales, sociales, ethniques, des quartiers de nos pays, elle est vraie. Elle est vraie malgré les efforts qui ont été faits depuis 20 ans ou 30 ans. Et vous savez, pour que la laïcité fonctionne, il faut d'abord que ce pays ait moins d'inégalités. Moins d'inégalités dans l'accès au savoir, moins d'inégalités de patrimoine, moins d'inégalités dans l'accès à la culture. Et c'est ça qu'il a mis en évidence. C'est un très très grand combat qui ne gagnera pas en un jour, en un mois ou en un an, mais qui est la base, à partir duquel on peut construire la citoyenneté et donc de la laïcité. Mais la République s'est mobilisée. Vous étiez vous-même en charge de l'intégration. Hein, il y avait un peu plus d'une vingtaine d'années. Tous les gouvernements se sont plantés, n'ont pas réussi dans ces lieux à recréer du collectif, du vivre ensemble. Ils ont insuffisamment réussi. Je ne dirais pas que tout est négatif, parce que les choses, et d'ailleurs, le père Delorme, vous vous rappelez, peut-être ce curé des Minguettes qui avait fait la marche des beurs en 80-82, c'était une prise de conscience, donc je revois un peu l'histoire, que les immigrés, ils avaient des enfants. Les immigrés qui étaient venus en France pour construire nos routes, nos maisons, et que ces enfants, ils oscillaient entre la tentation de la délinquance, les rodéos, les voitures brûlées et la volonté d'appartenance. Ils ont exprimé avec Delorme la volonté d'appartenance, et le père Delorme a dit, il n'y a pas très longtemps, que certes, on n'était pas au bout des choses, mais ça allait nettement mieux qu'à son époque. Le nombre de personnes qui se marient ensemble, on n'a pas de statistiques ethniques, est considérable en France. Français d'origine ou Français descendants de travailleurs étrangers. L'apparition, les visages dans la politique, dans les médias, dans le sport aussi, mais donc ça devient reconnu. On entend les noms, on entend les prénoms, on voit les visages. Alors, il reste beaucoup à faire. Hein, c'est comme d'ailleurs l'égalité homme-femme ou la place d'autres catégories. Moi, quand j'ai demandé intégration, je pensais à intégration des personnes âgées, des handicapés, des femmes et bien entendu des Français issus de l'immigration. Donc, on a fait beaucoup de pas, mais la situation actuelle montre qu'on est encore très loin de compte. Il faut changer de braquet, il faut changer de vitesse. Sophie Malibaud. Et le problème avec la notion d'apartheid, c'est que pour en sortir de l'apartheid, par exemple en Afrique du Sud, c'est la révolte qui a permis d'en sortir. Comment ça va se passer C'est en vrai France ? que c'est la révolte, mais en même temps, alors on n'est pas chez l'Afrique du Sud, c'est aussi deux hommes. Mais le danger du concept. Mais bon, c'est un autre contexte que nous. C'est pourquoi on peut discuter l'usage du mot. Par contre, le Premier ministre a dit aussi quelque chose de très important après, qui peut avoir choqué, qui, moi, alors, m'a pas du tout choqué. Il a parlé d'une politique de peuplement. Ça fait peu peur. Ouais. Mais l'idée qu'on fasse vraiment des efforts pour la mixité sociale, on a déjà commencé, hein, avec des obligations d'avoir 20% de HLM. À Neuilly, il y en a 3%. Bon, c'est pas en mettant 20% de HLM à Neuilly qu'on réglera le problème. Encore faudrait-il que Neuilly respecte la loi commune. Mais en faisant en sorte qu'on ait moins de ségrégation dans le système scolaire, moins de ségrégation dans les habitats, qu'on pense à chaque fois quand on fait une opération urbaine, qu'il y ait des maisons locatives, des maisons accessibles à bon marché, et des maisons un peu plus chères. Je vais devoir vous interrompre un instant, car on respecte l'heure sur RFI et sur TV5 Monde. Un point d'actualité, on se retrouve immédiatement après Jean-Louis Bianco, donc président de l'Observatoire de la laïcité. À tout de suite.
Retour international, vous êtes sur les antennes de RFI, de TV5 Monde, une émission réalisée en collaboration avec le quotidien Le Monde. Notre invité aujourd'hui, Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité, ancien ministre, ancien secrétaire général de l'Élysée avec François Mitterrand. Et nous vous interrogeons sur ce concept de laïcité à propos de ce qui se passe en France et des réactions dans le monde. Sophie Malibaud revient sur le point que nous évoquions, notamment sur les banlieues, sur cette unité. Oui, on évoquait à l'instant le mot d'apartheid lâché par Manuel Valls. Maintenant qu'on est au moment de la prise de décision, de l'annonce de mesures, est-ce que ce beau concept d'union nationale qui a surgi au moment des manifestations après les attentats, est-ce que c'est en train de voler en éclats? Est-ce que vous pensez qu'il peut en rester quelque chose pour que le gouvernement puisse aller de l'avant? J'espère qu'il restera quelque chose, j'en suis pas convaincu, parce que je sais ce qu'est la vie politique dans notre pays comme ailleurs. Moi, je préfère, je crois que c'est l'expression qui a été prise ou par le Premier ministre ou par le Président, de dire l'esprit de ce dimanche 11 janvier. La vie politique fait que l'opposition considère, et c'est la démocratie, qu'elle a à s'opposer, qu'on n'a pas forcément les mêmes conceptions. Sinon, pardon, je vous interromps une seconde. Précisément, lorsque Nicolas Sarkozy, l'ancien président, dit que le mot apartheid est une faute, vous dites, je ne l'aurais pas utilisé. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez? Je ne dis pas que c'est une faute, je dis que ça a été utile. J'ai bien compris. Je crois que l'ancien président Nicolas Sarkozy cherche à exister, tantôt en sautillant dans les manifestations pour se faire voir au premier rang, et tantôt en attaquant le gouvernement pour attaquer le gouvernement. C'est aussi simple que ça. Mais je voudrais revenir à votre question. Moi, je ne crois pas beaucoup à l'union nationale ou l'unité nationale, sauf peut-être dans des moments de guerre. Par contre, on aborde les sujets. Oui, guerre contre le terrorisme. Enfin, on n'est pas en guerre sur le sol français. Guerre, oui. Par contre, on aborde les sujets en responsabilité, en essayant de s'écouter, en essayant de comprendre le point de vue de l'autre. Ça vaut pour les citoyens, ce moment de fraternité, on doit le prolonger. Et ça vaut aussi pour les politiques, en essayant de trouver des solutions d'accord. Ça, c'est très important. Donc, cet esprit, cette démarche. Mais après tout, on ne votera pas tous toujours la même chose. Mais l'esprit, c'est on recherche le respect, on respecte l'autre, le point de vue différent d'une autre, et on essaie de construire des solutions ensemble. Et ça, j'espère que ça durera. Alors, non, par exemple, pour ce qui est de l'école, il va falloir d'énormes moyens pour aider l'école dans cette mission, l'éducation civique, etc., etc. Toutes les mesures qui ont été annoncées. La droite estimait qu'il y avait déjà trop de moyens, qu'il fallait aussi des moyens pour la sécurité, que c'est peut-être de ce côté-là qu'il fallait chercher. Comment est-ce que... Alors d'abord, avant même ces événements, l'effort prioritaire qu'a voulu le président de la République, c'est sur l'éducation nationale, où au lieu de ne pas arrêter de supprimer des postes, on en a créé depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Deuxièmement, sur la sécurité, la réponse a été faite par le Premier ministre et par le ministre de l'Intérieur. Il y a des postes en plus, mais pour l'aspect lutte contre le terrorisme, pas pour l'aspect sécurité en général. Et puis, Michel Sapin l'a expliqué, il y aura une loi de finances rectificative où on verra comment on dégage les moyens. Mais nous sommes dans une situation européenne, ça peut nous aider, moins mauvaise. Enfin, l'Europe a compris ce que la France, en particulier François Hollande, n'arrête pas de dire. Sortons des politiques qui sont seulement des politiques de réduction des déficits, nécessaires par ailleurs. Et il y a une politique européenne de croissance, c'est le plan Juncker et les mesures très opportunes de la Banque centrale européenne. Donc, on a quand même maintenant des raisons de penser, et il y a des gens de gauche et de droite qui le disent, par exemple Mario Monti, l'ancien Premier ministre italien, de penser qu'on aura des outils pour une croissance en Europe. Donc, j'espère vraiment moins de chômage, donc un peu plus de recettes pour l'État, donc moins de difficultés à financer des mesures nouvelles. Une parenthèse qui nous sort un peu du sujet, vous seriez en Grèce, vous pourriez voter pour le parti qui prône une forme de sortie de l'Europe ou de l'euro? Non, parce que je crois que, je ne suis pas grec, c'est aux Grecs de décider, que sortir de l'Europe serait catastrophique pour la Grèce et très dangereux aussi pour l'Europe elle-même. C'est un ensemble de valeurs qui peut aider actuellement dans le débat français, se vivre ensemble. Il y a un esprit européen. Je pense qu'il y a un esprit européen. Vous savez, j'étais, dans le cadre de mes fonctions auprès de Ségolène Royal, je continue à travailler avec elle sur la transition écologique, énergétique, sur le climat. J'étais à des sommets européens de ministres d'énergie, de ministres de l'environnement. Et j'étais très frappé. On est 28. Par parenthèse, 28, ça fait 3 minutes par personne. C'est pas simple. Et les intérêts communs en matière d'énergie entre la Croatie, l'Estonie et le Portugal ne sont pas évidents. Eh bien, j'ai toutes les personnes qui étaient là, tous les collègues, ils ont l'esprit européen, ils ont voulu un accord européen, on a eu un accord européen. Alors l'Europe ne va pas si bien que ça, mais la volonté européenne, elle est présente, je crois, dans les parlementaires européens et dans les gouvernements. Quand on dit justement que pour avoir plus de sécurité, notamment en France, il faudra peut-être avoir moins de liberté, revoir Schengen, donc la libre circulation, bref, qu'on s'attende à avoir une révision de cet esprit européen qui permettait de se déplacer comme on voulait. C'est le prix à payer pour vivre en sécurité ?
le prix à payer pour vivre en sécurité n'est certainement pas de faire des lois liberticides, n'est certainement pas un Patriot Act à la française. Il y a, et là aussi ça a été indiqué par le gouvernement, des mesures, par exemple, sur ce qu'on appelle les registres aériens, sur lequel je comprends qu'on puisse estimer que c'est une atteinte à la liberté, le fameux PNR. Il y a des mesures à voir pour que Schengen soit plus efficace, pour que le contrôle aux frontières soit plus efficace, même s'il n'y avait pas eu les attentats. Frontières extérieures, oui. Frontières extérieures de l'Europe. Et l'opposition, là, justement, pointe du doigt le fait que les socialistes, jusque-là, étaient contre ces mesures et que... Les socialistes n'étaient pas contre ces mesures. Encore une fois, moi, j'aime bien l'opposition, mais enfin, elle était au pouvoir pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait par rapport à l'intégration et qu'est-ce qu'elle a fait par rapport à Schengen qu'il fallait réviser aux 35 heures. Donc là aussi, soyons sérieux dans le débat. Les socialistes ont toujours cherché, comme d'ailleurs les républicains de droite, un équilibre entre les lois de liberté et la sécurité. Aujourd'hui, on peut, sans faire de nouvelles lois, d'ailleurs ça a été dit par exemple par M. Juppé à l'intérieur du MP, il ne voit pas pourquoi on ferait une loi supplémentaire, adaptée par la coopération, par la voie réglementaire, des dispositifs existants. Par exemple, est-ce qu'un binational peut être déchu de la nationalité française? C'est le cas pour un Marocain, citoyen marocain, qui avait acquis la citoyenneté française pour fait donc de terrorisme. Il est déchu de sa nationalité. Vous applaudissez, vous dites qu'il faut être prudent? Donc, moi, je pense que c'est normal, compréhensible. Juridiquement, comme vous le savez, on a le droit de le faire que pour les gens qui ne sont pas binationaux, parce que sinon, on n'a pas le droit de fabriquer des apatrides. Mais entre nous, les djihadistes, c'est une forme de folie, c'est une addiction, c'est une drogue, c'est une secte. On a raison de les appeler djihadistes, justement? Vous pouvez les appeler comme vous voulez, terroristes, tout simplement. Mais ces gens-là, ils n'en ont rien à faire de la France. Ils considèrent que nous sommes le mal. Tout ce qui peut, on leur rend service. Ils vont aller plus vite au paradis. Donc c'est pas ça qui va les dissuader, ni la déchéance de nationalité, ni l'indignité nationale. Ni le fait, on les autorise à revenir s'ils veulent revenir. Si on pouvait les empêcher de revenir, je ne sais pas comment juridiquement on peut faire, ce serait quand même très bien, parce qu'on n'a pas besoin qu'ils reviennent après les attentats ou les forfaits qu'ils ont commis sur le sol national. C'est pas simple, mais je trouve qu'il faudrait y arriver. Oui, est-ce que tout de même, ce qui s'est passé en France risque d'influer sur l'attitude de l'Europe, l'attitude de la Commission, par exemple, à l'égard du budget, des limitations au niveau des dépenses? J'espère, si vous voulez, au-delà même de ce qui s'est passé en France et des moyens supplémentaires qui sont importants, mais pas monumentaux pour l'éducation et pour la sécurité, il y a cette vision qu'il faut pratiquer des politiques de relance, qu'il faut par exemple sortir un certain nombre de dépenses d'avenir des calculs sur les fameux équilibres budgétaires. Donc je pense qu'on est, la Commission, le Parlement européen déjà depuis pas mal de temps, et sur des majorités politiques assez larges sur cette ligne-là. Donc je le répète, nous sommes dans une phase européenne où on a l'espoir d'avoir plus de croissance, moins de chômage et, c'était votre question, un peu plus de moyens budgétaires. Mais est-ce que justement, ce sera de la conséquence aussi? On pourra estimer que c'est la conséquence. Ce ne sera pas la conséquence, ça peut renforcer, mais c'était déjà lancé, c'était déjà parti. Il y a un autre lieu où cette notion de laïcité se pose et dans quelles conditions? Ce sont les lieux de détention, la prison par exemple. Qu'est-ce que vous préconisez dans ce domaine? Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on met des aumôniers musulmans, j'allais dire modérés, vous m'en excuserez? Qu'est-ce que l'on fait? On les regroupe, on les isole. Il y a un certain nombre de gens qui disent mais pourquoi on mettrait des aumôniers ou d'ailleurs des prêtres ou des rabbins dans les prisons? Je rappelle que la loi de 1905, qui dans son article 2 dit « l'État ne salarie ni ne subventionne aucun culte », fait une exception pour les prisons, en disant « il pourra financer des aumôniers dans les prisons ». Donc ce n'est pas attentatoire au sacro-saint principe, si j'ose dire, de la laïcité. Et je crois que c'est très nécessaire parce que ça permet, notamment pour les musulmans, puisque c'est surtout de ça qu'on parle quand on parle des terroristes, ça leur permet d'avoir un point d'ancrage. Et donc nous avons recommandé à l'Observatoire qu'ils soient mieux payés, tous les ministres du culte, mieux formés, et aussi nous avons proposé qu'il y ait des conseillers humanistes, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas, et qu'ils aient une référence, quelqu'un qui a de la sagesse, qui peut être un intellectuel, un philosophe, un libre penseur, un maçon, qu'on ait ce point de recours possible. Donc oui, je suis favorable à ce qu'il y ait des aumôniers dans les prisons, notamment plus d'aumôniers, avec plus de moyens, imams et pour les autres religions, et des conseillers humanistes. Là encore, on parle de moyens. Alors, parce que de toute façon, qu'on se tourne vers l'école ou vers les prisons, l'école elle-même est en manque de moyens vraiment terribles. Enfin, les enseignants se plaignent énormément. Les prisons, c'est la même chose, la surpopulation carcérale. Je suis pas si convaincu. Il y a quand même des conditions structurelles. Ouais. Je ne suis pas si convaincu que ça, que l'école soit en manque de moyens. Naturellement, les enseignants et les parents ont des raisons de trouver, y compris dans leur pratique quotidienne, que ce n'est pas assez. Mais je répète qu'il y a eu un effort budgétaire conséquent et des dizaines de milliers de postes qui ont été créés. Donc on ne peut pas dire que l'éducation est en manque de moyens. Et ce dont on parle là, en plus, c'est pas négligeable, que ce soit pour la formation des enseignants, on en parlait, que ce soit pour les prisons. Mais on chiffre ça par centaines de millions, peut-être milliards.
sur un budget qui est infiniment plus grand. Donc trouver 1, 2, 3 milliards, y compris pour le service civique, par parenthèse, que je recommande, que nous recommandons vivement, c'est pas hors de portée d'un pays comme la France. On le savait déjà, avant que surviennent ces attentats. On savait qu'il y avait ces besoins, que la population carcérale, que les conditions de détention étaient inappropriées, que c'était une machine à exclusion. Vous avez raison. Nous l'avons dit à l'Observatoire. Maintenant, je pense qu'on va le faire. Enfin, j'espère bien, en tout cas. Alors, il y a une idée, vous le disiez à l'instant, l'idée du service civique. Peut-être pour des gens de notre génération, il y avait en France, par exemple, le service militaire, lieu de brassage social, de rencontre. On peut substituer autre chose pour se vivre ensemble? Bien sûr, il y en a qui disent, vous l'avez vu, qu'il faut revenir au service national. Ça me paraît difficile. Compliqué. C'est une autre époque, une autre histoire. Alors, il y avait eu supprimé par Jacques Chirac il y a une vingtaine d'années. Voilà. Et à l'époque, avec plutôt un consensus, d'ailleurs. Il y a eu un service civil sous la droite, après les émeutes de 2005, d'ailleurs, sur lequel il y avait l'espoir d'avoir 50 000 postes. Il y en a eu 3 000. Je ne critique pas, parce que ça prouve que ce n'est pas si simple que ça. Martin Hirsch a obtenu de Nicolas Sarkozy de mettre en place ce service civique, qui naturellement a été soutenu et prolongé par la gauche. Voilà un bon esprit d'entente républicaine. Il y en a quand même 35-40 000 aujourd'hui. On est loin des 5 000. Il y a, Martin Hirsch le rappelait dans un article du Monde il n'y a pas très longtemps, 4 fois plus de demandes que de postes aujourd'hui proposés. Et il dit les demandes sont représentatives. Il y a aussi des jeunes des banlieues, il y a aussi des jeunes de toute confession. Donc ça, il faut le développer. Il faut le développer considérablement, parce que, vous le disiez, c'est le brassage social. Et moi, je suis réjoui que le président de la République ait dit il faut qu'aucune demande ne soit pas satisfaite, mais je pense qu'on peut aller plus loin. On doit pouvoir assez vite avoir 150 000 jeunes. Et François Chérec, l'ancien patron de la CFDT, qui est maintenant le président, après Martin Hirsch, de cet agent du service civique, disait que ça coûte 380 millions d'euros. Alors, il faut le faire aussi pour le brassage social, parce qu'on acquiert une compétence qui peut servir dans l'emploi, et aussi parce que ça dit deux choses aux jeunes, notamment aux jeunes des cités qui ne sont pas venus le 11 janvier. Un, vous servez à quelque chose pour le pays. Vous servez à quelque chose pour la nation. Et deux, vous avez un devoir de donner de votre temps pour la nation. C'est pour ça que c'est si important que ça. C'est pour moi la mesure la plus importante dans toutes celles que nous avons préconisées, et je crois vraiment qu'on va y aller. On vient de voir, on a vu dans le petit rappel au début de l'émission, que ce qui focalisait peut-être à propos de la laïcité, les crispations, les oppositions, c'était l'affaire du voile. Il y a 20 ans, ça a commencé comme ça dans le nord de la France, à Creil, où aujourd'hui, par exemple, je vais le reciter, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, dit à l'université, il faut l'interdire également. Alors, nous avons eu, on l'a rappelé tout à l'heure, les premiers épisodes en 1989, ça a été dit également une loi de 2004 qui a été votée pratiquement à l'unanimité. Je l'ai votée, moi, comme député à l'époque, interdisant les signes religieux ostensibles. On a fait des distinctions ostensiblement très bien, quels qu'ils soient. Ça peut être une grosse croix, ça peut être un turban pour les Sikhs, etc. Cette loi, l'Observatoire l'a évaluée. Elle fonctionne bien. Il y a peu de contentieux. Peut-être que là aussi, tous les incidents ne remontent pas. En tout cas, il n'y a pas de contentieux depuis plusieurs années. Mais est-ce qu'on va plus loin jusqu'à l'université? Alors, non, mais c'est pour dire que ça marche, et ça se justifie par une chose, c'est le fait que des jeunes non majeurs peuvent être soumis à des pressions, et il y a eu des cas. Moi, j'ai participé à une commission d'enquête parlementaire où j'ai vu qu'il y avait une offensive. Parfois, c'est des choix individuels d'une jeune fille, de ses parents. Parfois, c'est des pressions volontaires pour aller contre les lois de la République, et donc il fallait que la République s'affirme. L'université, c'est complètement différent. Comme le rappelait François Fillon dans une interview au mois de novembre, c'est des adultes. L'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, c'est des adultes. L'université, c'est un lieu de débat, alors qu'il y a la neutralité de l'école, collège, lycée, débats politiques, débats philosophiques, syndicaux. Donc là, vous vous exprimez comme vous voulez, vous êtes libre comme adulte, comme vous êtes libre dans la rue. Ça ne va pas beaucoup aider certaines jeunes filles qui sont quand même en recherche d'émancipation et qui sont... Mais elles font ce qu'elles veulent, elles vont à l'université avec ou sans foulard. Personne ne les empêche de ne pas en porter, personne ne leur demande d'en porter. C'est peut-être faire abstraction des pressions qui s'exercent tout de même dans l'entourage, avec les grands frères, etc. Au niveau de l'université, je ne le crois pas. En tout cas, le fait d'interdire le foulard à l'université aurait comme conséquence qu'on déclencherait un drame et des difficultés là où il n'y en a pas. En tout cas, peu. On va l'évaluer également au niveau de l'Observatoire, mais je vous dis, ma réaction à ce stade, ça me semble pas souhaitable. C'est d'ailleurs l'avis des présidents d'université. Mais nous allons enquêter là-dessus et nous rendrons un avis dans le courant de l'année. Est-ce que ce qui complique le débat sur la laïcité, ça a été dit par des voix politiques, c'est au fond le concept d'immigration qui poserait davantage de problèmes? Non. Non, je trouve que l'amalgame est injustifié et dangereux. Nicolas Sarkozy a eu d'une certaine manière raison de parler d'identité nationale. Mais le tort énorme de dire identité nationale et immigration, parce qu'on voyait très bien où on voulait en venir, c'est donc l'immigration qui met en péril notre identité nationale. Cela dit, il y a besoin dans notre pays, comme d'ailleurs dans les autres pays européens,
qu'on se redise ce qu'on est et d'où on vient. D'où l'importance de ne pas parler que des racines chrétiennes. Nous avons les Lumières, nous avons les francs-maçons, nous avons des racines juives, des racines musulmanes, quand les musulmans étaient les passeurs entre le monde grec et le monde plutôt barbare dans lequel nous étions. Donc il faut que dans le récit national, et nous le recommandons à l'Observatoire, tous ces courants qui ont fait la France, bien sûr, au premier chef le courant chrétien, mais pas seulement, soient reconnus, que les gens donc se sentent reconnus dans l'histoire de la France, et que l'identité nationale, on dit, c'était la définition de Renan, c'est le fait de vouloir continuer à vivre ensemble. Donc tout ça, c'est l'héritage de l'histoire, de nos histoires, avec des beaux moments et des moments terribles, et c'est la volonté de vivre ensemble. Mais ça n'a rien à voir avec l'immigration. Les gens qui actuellement sont en difficulté sont des jeunes immigrés ou pas, qui sont dans les banlieues, que leurs parents soient immigrés ou pas. C'est une difficulté sociale et politique et de chômage des jeunes, c'est pas une difficulté liée à l'immigration. Ces 2 dernières semaines, on voit une recrudescence d'actes violents contre des lieux de culte musulmans. Est-ce que c'est déjà cet amalgame qui est à l'œuvre et ce risque d'amalgame qui se concrétise et qui est un véritable danger? Comment est-ce que vous évaluez Vous avez raison, c'est en effet un risque d'amalgame. Encore une fois, il ne faut pas utiliser amalgame pour dire on ferme les yeux, on ne fait rien. Mais il faut utiliser le mot amalgame pour dire ne faisons pas porter la responsabilité aux gens de culture ou de religion musulmane de ce que des fous vont faire en Syrie ou ailleurs. Et il y a une recrudescence des actes anti-musulmans et antisémites en même temps. Donc, ce qui a été magnifique le 11 janvier, c'est qu'on n'a pas senti de tension entre les gens de religion juive et de religion musulmane, mais là, on voit des actes, et ça, c'est extrêmement dangereux. Là aussi, regardons aussi le symbole positif. J'ai vu qu'il y avait des chœurs qui avaient été mis à côté des mosquées ou à côté des synagogues. Donc des gens qui probablement ne sont ni juifs ni musulmans. Lorsque vous voyez... Mais si c'est des actes, pardon de vous interrompre, qui sont des atteintes aux lieux, des atteintes aux personnes, la justice doit passer. Lorsque vous voyez, 70 ans après la libération d'Auschwitz, qu'on meurt en France parce qu'on est juif, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous l'auriez cru possible il y a 20 ans? C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Et que certains de nos concitoyens sont tentés de quitter la France pour faire leur montée. Bien sûr, c'est terrible. Pour moi, je considère que c'est un échec de notre action collective, de notre mémoire. Et je trouve très important que, par exemple, l'imam de Drancy emmène les gens de chez lui à aller voir Auschwitz. On a besoin de ça, on a besoin du dialogue interreligieux, on a besoin d'expliquer, on a besoin d'une solidarité, d'ailleurs, entre les croyants et les non-croyants, pour rappeler ce que ça a été, que contrairement à ce que dit le négationniste, ça a vraiment existé, ça a vraiment été horrible. Ça veut dire simplement qu'il faut qu'on continue le travail. Il y a des jeunes qui refusent le voyage en disant « Et pourquoi on n'organise pas des voyages en commémoration aux victimes de l'esclavage ?» Comment on fait pour éviter ce type de... Il se trouve que l'esclavage a été un scandale historique, un drame, mais toujours difficile de faire des comparaisons. Pas de même nature que la Shoah, qui a été une volonté d'extermination d'une population à cause de son origine. Et en plus, qui nous touche directement parce que c'est proche, et c'est en Europe, et c'est chez nous. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille ignorer l'esclavage. Ce genre d'argument, il faut plus, encore une fois, plus d'éducation, plus de... Mais plus d'éducation, ça veut dire de la force de conviction, ça veut dire de l'explication. Ce n'est pas forcément seulement une question de moyens. C'est d'y mettre, et beaucoup le font, toutes les convictions que l'on a. Parce que, en parlant de laïcité, on peut aussi déplorer que sur les bancs de l'école, la religion finalement soit totalement écartée et que ce soit le prétexte à de l'ignorance, puisque finalement il n'y a pas d'enseignement entre guillemets neutre des religions, qui soit peut-être le fait de professeurs d'histoire ou qui ne soit pas du catéchisme, qui soit un enseignement des religions pour que les uns et les autres connaissent leurs croyances. Ce que vous dites est très important. Il y a en fait un peu, au travers de l'histoire, mais des professeurs d'histoire en particulier, mais peu de choses. Et là aussi, nous avons recommandé qu'il y ait systématiquement, et ça va être dans le parcours citoyen qu'a expliqué la ministre de l'Éducation nationale, une formation, alors à l'Éducation nationale de voir quels professeurs le font, quand, comment, à ce que nous avons appelé, nous, l'enseignement laïque des faits religieux. C'est-à-dire, comme vous disiez, pas un catéchisme, indépendant, contextualisé. Alors c'est extrêmement important pour que les jeunes enfants, futurs citoyens, se connaissent, là aussi, et connaissent les racines des gens qui sont à côté d'eux. Et c'est important aussi que pour des jeunes musulmans, parfois peu cultivés, se rendent compte de ce que c'est que l'histoire de l'islam et soient moins soumis aux pressions d'un certain nombre de prédicateurs ou à Internet. Donc c'est un effet de lien entre les différentes catégories de gens. Dont je parle de culture, là, plus que de religion, catholique, juive, musulmane. Et c'est un effet
de permettre, ce qui est le rôle de l'école, de permettre aux jeunes d'avoir une distance critique. Je suis de telle religion, mes parents sont de telle religion, mais là j'apprends. Et après, je ferai mon choix libre de garder cette religion ou de ne pas la garder. John Bierko, vous êtes un homme politique depuis, je le disais, depuis plus d'une trentaine d'années. Vous avez été élu aux côtés de François Mitterrand, ministre, aujourd'hui président de l'Observatoire de la laïcité. Est-ce que ce que vit la France peut être qualifié de sans précédent ? Vous avez vécu des crises importantes, vous en avez géré. Est-ce qu'on a déjà vécu ce qui s'est produit et dans la sidération de ce qui s'est produit et dans la réaction ? Pas tout à fait. J'hésite à vous répondre, je vais expliquer pourquoi. Parce que quand j'ai été secrétaire général de l'Élysée, très peu de temps, à part avoir été secrétaire général de l'Élysée, j'ai été chez Joe Goldenberg, au restaurant juif. C'était victime d'un... Rue des Rosiers. Rue des Rosiers, terrible. Et à l'époque, c'était déjà du temps vers les années 80-80, et puis ça s'est développé jusqu'en 82, 3, 4, 5, on avait des attentats en permanence, en France et à l'étranger contre des intérêts français. Donc, le phénomène d'attentat contre la France, hélas, n'est pas tout à fait nouveau. Mais je pense qu'il s'est passé quelque chose. Il n'y avait pas eu cette réaction émotionnelle ? Pas au même degré. Et là, il s'est passé quelque chose de l'ordre de la sidération, vous disiez, mais en même temps, une forme... Alors là, pour le coup, moi, je veux bien unité nationale, avec des héros qui sont soit juifs, soit musulmans, avec ce policier qui a été abattu, avec des jeunes qui ont essayé de protéger des plus âgés. Et donc, ça, c'est extrêmement positif. C'est que tout d'un coup, on a dit, non seulement c'est inadmissible, mais nous, on est unis. Mais il y a déjà eu des élans comme ça, par exemple, après la Coupe du Monde de football en 1998, où on parlait de la victoire des Blancs Bombers, et puis après, le soufflet est retombé, assez méchamment. Mais vous avez tout à fait raison, mais c'est quand même pas un événement de même nature. Là, on est dans l'horreur terroriste, quantitativement en plus, considérable, et dans une réaction incroyable. Il n'y a pas eu 4 millions de personnes qui sont allées dans la rue pour dire bravo, on a gagné la Coupe du Monde. Donc je crois que c'est vraiment de nature différente. Et il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que nous recommandons aussi, alors il y en a qui critiquent, mais une semaine de la fraternité, où on parle de la fraternité, de ce que c'est qu'être frère, comme on l'a été le 11 janvier dans la manifestation. Je disais, vous êtes un homme de gauche, vous avez occupé des fonctions et vous occupez des fonctions importantes. Est-ce que la pratique de la vie politique en France va changer suite à ce qui s'est produit ? Ou est-ce qu'on va reprendre les bonnes vieilles habitudes de la politique aérienne ? Je l'espère vraiment. Je crois que c'est d'intérêt national. Quand j'étais ministre des Affaires sociales et de l'Intégration, j'avais déjà proposé à la droite, à l'époque, que nous essayions d'avoir un accord sur quelle politique d'immigration on mène. Il y avait à droite des hommes de bonne volonté qui l'ont accepté, d'autres non. Je continue à penser que sur les questions de sécurité, d'immigration, de vivre ensemble, il faudrait qu'on ait pour le coup des accords. C'est peut-être pas impossible. Et vous pensez pas que les extrêmes peuvent rafler la mise a posteriori ? L'extrême droite peut rafler la mise en disant c'est la même chose. Mais il faut être fort et sûr de ses convictions. Vous savez, on a hélas des situations d'otages. J'en ai connu moi aussi, y compris sous la première cohabitation avec Jacques Chirac, Premier ministre de François Mitterrand. Et j'en parlais avec des gens de droite. Regardez en Allemagne, c'est un gouvernement de droite, pour s'occuper des otages, il a nommé un socialiste. Il faut qu'on soit capable de faire ça. Mais il pourrait y avoir justement, comme en Allemagne, des gouvernements, je ne dis pas d'union nationale, mais des points consensuels dans la vie politique. Gouvernement d'union nationale, non, parce que je crois que c'est pas notre culture, c'est pas notre système politique, mais des accords sur des sujets majeurs, je pense qu'il faut les rechercher. Nous arrivons au terme de cette émission. Est-ce qu'on peut attendre dans vos prochains rapports une proposition dans le domaine de la défense de la laïcité qui changerait les choses ? Est-ce qu'il y a une mesure qui, pour vous, devrait être sur la table pour modifier cet état de fait ? Un gigantesque effort de formation, on y revient. Nous souhaitons que tous les fonctionnaires, et notamment ceux qui sont en contact avec le public, reçoivent une formation à la laïcité. Merci d'avoir accepté notre invitation internationale sur TV5 Monde en liaison avec RFI, Sophie Malibaud, et le quotidien Le Monde. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre international. Excellente suite de programmes sur les antennes de la radio, de la télévision et dans les colonnes du Monde. Merci d'avoir été avec nous.